Les rendez-vous de Philopop. C'est les rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. Bonjour à tous les auditeurs de Westrack. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, la réflexion commence quand on s'interroge sur ce qu'on avait toujours tenu jusque-là pour évident. Qu'il y ait une frontière absolue entre l'homme et les autres êtres vivants, qu'il y ait entre eux une différence essentielle, c'est là apparemment une évidence. Bien sûr, nul n'en disconviendra, les hommes sont des animaux qui, comme tous les animaux, sont soumis aux lois de la physique et de la biologie. Mais, par leur esprit, ils s'en distinguent. Voilà ce qui semble évident. Or, pour le dire en termes plus savants, mais cela revient au même, les hommes se distinguent des autres vivants, des animaux notamment, par leur disposition morale et cognitive. Alors, pour expliquer cette différence que l'on juge essentielle, on oppose la nature et la culture, et on croit pouvoir distinguer sans difficulté ce qui relève de la nature, ce qui relève de la culture. Et naturel, ce qui existe et se produit indépendamment de l'activité humaine, les oiseaux, les montagnes, les forêts, et culturel, ce qui se produit par l'activité humaine, que ce soit des objets, on dira qu'ils sont des objets artificiels, que ce soit des idées, ou encore des institutions. L'homme apparaît ainsi comme le seul être capable d'édifier un monde qui lui soit propre, un monde qui soit son œuvre, un monde culturel. Il édifie ce monde en transformant la nature. Et cette transformation se fait de deux façons. D'une part, l'homme modifie le milieu naturel extérieur. Il fabrique par exemple des meubles à partir du bois. Et d'autre part, il se modifie lui-même en s'arrachant à ce qu'il y a d'animal en lui, par l'éducation, en agissant sur ses tendances animales et aussi en développant ses capacités qui, sans exercice, n'existeraient pas, ne se réaliserait pas. L'homme affirme ainsi et réalise son humanité par la culture, en transformant la nature et en s'écartant de ce qu'il y a de naturel en lui. La représentation que nous avons de notre humanité repose ainsi sur cette opposition entre la nature et la culture, et c'est par elle que nous établissons la frontière entre l'humain et le non-humain. Or, peut-on considérer que cette représentation est évidente et indiscutable? L'opposition entre la nature et la culture, par laquelle nous distinguons l'humain du non-humain, va-t-elle de soi? Tel est le problème que nous allons aborder. Et notre réflexion s'appuiera aujourd'hui sur la lecture de l'ouvrage de Philippe Descola, professeur d'anthropologie au Collège de France, qui a fait paraître en 2005 un livre majeur qui a eu un grand retentissement. Le titre est « Par-delà nature et culture ». Alors Philippe Descola était cette année l'invité d'honneur de la plus grande manifestation qui soit consacrée en France à la philosophie, Cité Philo, qui se déroule tous les ans en novembre à Lille. Et comme nous allons le voir donc en suivant Philippe Descola, notre représentation de l'humanité, qui se fonde sur l'opposition entre la nature et la culture, n'a rien d'évident. Ce n'est pas une représentation universelle. D'autres cultures se représentent autrement les rapports entre les êtres. C'est une représentation occidentale. Et quand je dis que c'est une représentation occidentale, c'est une représentation assez récente en Occident, puisqu'elle s'impose assez tardivement au XVIIe siècle, avec la naissance de la physique moderne qui commence avec Galilée et Descartes. Montrons d'abord brièvement que la représentation que nous avons de l'homme n'a pas toujours prévalu en Occident. Pour que l'homme se représente comme un être à part du reste des autres vivants, il faut d'abord qu'il se représente la nature comme un milieu objectif, extérieur à lui, et qu'il s'en distingue par son esprit. En d'autres termes, il faut que l'homme conçoive l'idée de nature. Or, comme le montre Philippe Descola,
l'idée de nature ne s'est pas immédiatement imposée. Ainsi, dans le chapitre 3 de son ouvrage, Descola se propose de faire, je cite, une esquisse généalogique de ce qu'il appelle le grand partage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se propose d'expliquer de quelle manière l'homme occidental s'est séparé des autres êtres vivants en concevant son humanité comme distincte de la nature, c'est-à-dire, justement, en élaborant l'idée de nature. Comme je l'ai dit, c'est au XVIIe siècle que la nature est conçue comme un milieu objectif extérieur que l'esprit humain peut étudier grâce à ses ressources, grâce aux ressources de son intelligence mathématique, mais dont il se distingue radicalement en tant qu'esprit. Par son esprit, l'homme se conçoit comme un être d'une toute autre nature que la nature, dont les caractéristiques sont matérielles. Ainsi, il adopte désormais à son égard une attitude de distance et de retrait. La connaissance qu'il a des lois de la nature grâce à la science lui permet de la maîtriser et d'envisager des applications techniques qui lui permettent de l'utiliser à son profit. Désormais, comme l'écrit le grand philosophe Descartes au XVIIe siècle, donc à la fin de son discours de la méthode, l'homme est comme le maître et le possesseur de la nature. Toute notre civilisation technicienne va se développer dans le cadre de cette conception. À vrai dire, il serait faux de considérer que tout a commencé au XVIIe siècle. C'est d'abord dans la Grèce antique que se trouve pour la première fois élaborée l'idée de nature. Et c'est au grand philosophe Aristote, IVe siècle avant Jésus-Christ, qu'il revient d'élaborer une science de la nature, une physique. Mais la physique d'Aristote n'a rien à voir avec la physique mathématisée que nous connaissons depuis Descartes, depuis Galilée. C'est une physique qui se fonde sur les sens et sur l'observation immédiate. Et le premier grand texte qui, dans l'Antiquité, souligne l'exception que constitue l'homme au sein de la nature, c'est la grande tragédie de Sophocle, Antigone, 5e siècle avant Jésus-Christ. Au début de la tragédie, le cœur d'Antigone prononce ces paroles, que je cite. « Il est bien des merveilles en ce monde, et il n'en est pas de plus grande que l'homme. » Et c'est ici, pour la première fois, que s'énonce de manière explicite l'idée d'une supériorité de l'homme par rapport aux autres espèces, par rapport aux éléments naturels. L'homme s'affirme comme cet être qui est capable d'inventer des techniques et également de construire des cités, c'est-à-dire ces espaces politiques que les espèces animales sont incapables de former. Mais s'il est vrai que l'homme apparaît comme une exception pour l'Antiquité grecque, il fait toutefois partie de la nature. Certes, la pensée fait de lui un être supérieur, mais pas au point d'échapper à la condition animale. Et comme le montre d'ailleurs le cœur d'Antigone, l'homme est capable de dominer toutes les autres espèces, il est capable de vaincre les maladies, mais la mort lui résiste. Par ailleurs, la destinée de l'homme n'est pas dissociée, dans le cadre de la philosophie antique, de l'idée d'un cosmos, c'est-à-dire d'un monde considéré comme éternel et qui est ordonné. Ainsi, la science des anciens n'envisage pas ce monde comme un milieu extérieur qu'elle peut maîtriser, qu'elle peut conquérir. Mais cette science consiste dans la contemplation de l'ordre et de l'harmonie qui constituent le monde. Et elle permet ainsi à l'homme d'y connaître sa place et de s'y orienter. C'est ce qu'on appelle la sagesse. La science des anciens a une vocation morale qui est totalement étrangère à la science moderne. On est donc loin encore de l'idée de nature telle qu'elle s'affirmera au XVIIe siècle. Et pour que cette idée moderne de la nature apparaisse, il aura fallu que l'homme se conçoive comme un être à part. Et c'est ici au christianisme qu'on doit surtout ce changement, dans la mesure où le christianisme va développer l'idée que l'homme n'est pas une créature comme les autres. Le christianisme s'appuie ici sur la lecture du premier chapitre de la Genèse, où il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu.
Et si l'homme a été créé à l'image de Dieu, cela signifie qu'il est au-dessus de toutes les autres créatures. Il a un statut exceptionnel qui l'autorise à administrer la terre, comme l'indique la Genèse. Et Dieu aussi lui a donné le pouvoir de nommer lui-même les animaux. J'ai résumé ici à grands traits ce que Descola appelle la généalogie du grand partage, qui a donné naissance au grand partage. Ce grand partage qui s'est opéré en Occident et qui a conduit l'homme à se concevoir comme un être à part, comme un être exceptionnel dont l'esprit est radicalement distinct de la nature. Et comme nous allons le voir prochainement, cette représentation de l'homme est non seulement récente dans l'histoire de la pensée occidentale, mais également elle est relative à cette culture occidentale. Comme nous l'avons vu, nous nous représentons volontiers l'homme comme un être à part du reste des autres êtres vivants, comme une exception. Et l'opposition que nous établissons entre la nature et la culture nous paraît justifier la thèse de cette exception. Or, cette opposition, comme le montre Philippe Descola dans son ouvrage qui a pour titre « Par-delà
Nature et culture, paru en 2005, cette opposition n'est en réalité qu'une spécificité de la culture occidentale. Ainsi, si l'on se fonde sur cette opposition nature-culture pour étudier la diversité des cultures, on risque de tomber dans un préjugé ethnocentrique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un préjugé ethnocentrique ? C'est un préjugé par lequel on croit que la vision du monde de notre culture, sa représentation de l'homme, est une vision universelle. Or, Descola montre qu'il y a de toute autre vision du monde que la nôtre, qu'il y a de toute autre manière de se représenter le rapport entre les êtres que celle de la culture occidentale. Culture occidentale pour laquelle les êtres se partagent essentiellement en êtres humains et en êtres non humains. En si peu de temps, je ne peux pas bien sûr exposer la diversité des conceptions possibles qu'on peut avoir des relations entre les êtres, mais j'en aborderai deux qu'étudie particulièrement bien Descola. La conception animiste, qui est propre aux tribus indiennes d'Amazonie, et celle du Grand Nord canadien, puis la conception totémiste, qui est notamment celle des aborigènes d'Australie. Voyons d'abord la conception animiste, à travers l'exemple des Indiens Achuar, plus connus dans le grand public sous le nom de Jivaro. Descola a vécu parmi eux pendant 3 ans, dans les années 70. Les Achuar ne distinguent pas la nature de la culture, les non-humains des humains. Pour les Achuar, la plupart des plantes et des animaux possèdent une âme. C'est ainsi d'ailleurs qu'on peut traduire le mot « wakan », qui signifie à peu près la même chose. Je cite Descola, « Les Indiens Achuar disent que la plupart des plantes et des animaux possèdent une âme, similaire à celle des humains, une faculté qui les range parmi les personnes. » Fin de citation. Ainsi, les plantes et les animaux sont capables de penser, de vouloir, d'éprouver des émotions, d'échanger des messages. Et comme le note Descola, la nature n'est pas pour eux un domaine objectif, un milieu extérieur aux hommes, un milieu que les hommes peuvent transformer par leur activité technique et dont ils peuvent s'approprier des ressources pour le bien-être de la société. Non, la nature est pour les Achuar, je cite Descola, elle est pour les Achuar le sujet d'un rapport social prolongeant le monde de la maisonnée. Elle est véritablement domestique jusque dans ses réduits les plus inaccessibles. Alors en quoi est-elle le sujet d'un rapport social ? Pour le comprendre, il faut étudier la manière dont les Achuar envisagent la chasse et la culture des plantes. Elles ne sont pas des activités techniques, purement humaines, comme c'est le cas du point de vue occidental. Ce ne sont pas des activités techniques qui consisteraient à s'approprier du gibier ou à récolter des fruits. Non, par ces activités, les hommes et les femmes entretiennent des rapports de personne à personne avec les animaux et les plantes. Et il y a ici d'ailleurs une division sexuelle des tâches. Les femmes entretiennent des relations avec les plantes, tandis que les hommes entretiennent des relations avec le gibier. Alors, voici ce que Descola écrit du rapport que les femmes entretiennent avec les plantes. Maîtresses des jardins, auxquels elles consacrent une grande partie de leur temps, les femmes s'adressent aux plantes cultivées comme à des enfants, qu'il convient de mener d'une main ferme vers la maturité. Quant aux hommes, eh bien, ils considèrent le gibier comme un beau-frère. C'est-à-dire que la relation avec un beau-frère, c'est une relation d'alliance. Et une relation d'alliance est toujours un peu difficile, assez instable, parfois tendue. Et Descola résume tout cela en écrivant, je cite, « Parents par le sang pour les femmes, parents par alliance pour les hommes, les êtres de la nature deviennent de véritables partenaires sociaux. » Ainsi, les plantes et les animaux sont des personnes, comme les hommes. Dans la vie diurne, ils apparaissent aux Achuar sous une apparence différente de celle des hommes.
Ils ont en quelque sorte leur costume de plante ou d'animal. Mais dans les rêves des hachoirs, les animaux et les plantes apparaissent dans leur véritable réalité, sans leur costume d'animal ou de plante, c'est-à-dire au fond comme les humains. On voit donc que la différence entre les animaux, les plantes et les hommes n'est qu'une simple apparence, qui disparaît lorsque les plantes et les animaux visitent les Indiens en rêve. Ils se révèlent alors tels qu'ils sont vraiment, sous leur forme humaine. Rien ne vient mieux illustrer l'originalité de la représentation animiste des hachoirs que la façon dont ils pratiquent la chasse. Comme je l'ai dit, la chasse n'est pas pour eux une relation unilatérale entre un chasseur et sa proie, comme c'est le cas en Occident. C'est une relation sociale. Ainsi, les chasseurs développent une relation privilégiée avec un animal d'une autre espèce, et cet animal devient comme un ami, un ambassadeur auprès des autres membres de son espèce. Et parce qu'il est l'ambassadeur des hommes, il peut persuader ses propres congénères animaux de se laisser chasser, par compassion pour les chasseurs. C'est par générosité que les animaux donnent leur corps aux hommes pour que ceux-ci se nourrissent. Alors on pourrait dire que c'est là un sacrifice, aucunement. Il n'y a là aucun sacrifice de leur part, puisque les victimes du chasseur se réincarnent en un animal d'une même espèce. Et comme le souligne Descola, la chasse est une affaire délicate, où il faut témoigner du respect aux animaux, où il faut s'assurer de leur connivence. Il faut les traiter avec dignité les os et la dépouille des victimes. Éviter de se vanter, comme on dirait aujourd'hui, d'avoir fait un carton en chassant. Utiliser des expressions choisies pour éviter de parler de la mort des animaux chassés. Procéder enfin à des rituels funéraires qu'on accorde au reste de l'animal tué. L'étude de la conception animiste des rapports entre les êtres montre donc qu'à l'inverse de notre propre conception, les êtres se ressemblent tous par leur âme, ils ont une intériorité similaire, mais ils sont différents par leur corps. Alors pour mesurer encore mieux la diversité possible des représentations du monde, abordons une autre représentation, la représentation totémiste, qui est celle des aborigènes d'Australie. Bien qu'ils soient répartis dans des centaines de tribus qui parlent des langues différentes, les aborigènes australiens ont tous en commun de s'organiser selon un même système. Et ce système, c'est le système des groupes totémiques, dont les règles de composition sont partout identiques. Alors qu'est-ce qu'un groupe totémique ? C'est un ensemble d'hommes, de femmes, de plantes, d'animaux, dont on dit qu'ils appartiennent à une même espèce. Ce qui, bien sûr, nous paraît bizarre, à nous, occidentaux, puisque leurs corps sont très différents les uns des autres. Ils sont membres d'une même espèce du fait qu'ils possèdent tous les mêmes qualités morales et physiques, en dépit de la diversité de leurs apparences. Alors ces qualités sont définies de manière suffisamment abstraite pour qu'elles puissent s'appliquer à tous les membres du groupe totémique, qu'ils soient humains ou non humains. Elles caractérisent par exemple le comportement. Les uns sont plutôt lents, les autres sont plutôt vifs, les uns plutôt actifs, les autres plutôt nonchalants. Elles caractérisent aussi le tempérament, colérique, calme, joyeux, mélancolique. Ou la forme, petit ou grand, massif ou élancé, arrondi ou anguleux, etc., etc. Donc avec ce système, nous pouvons dire que certains hommes, certaines femmes, certains insectes, certains oiseaux, certains reptiles, certains arbustes, certains poissons font partie d'une même espèce totémique. Car, par exemple, ils sont tous vifs, grands, élancés, anguleux, rapides et agressifs. Ils possèdent ainsi les mêmes caractéristiques qui sont censées dériver du totem. Et celui-ci est souvent représenté par un animal dont le groupe totémique porte le nom. Par exemple, le groupe du kangourou. Et ce totem est un prototype. Alors, en quel sens est-il un prototype ?
au sens où il est un moule qui sert à faire des copies à l'identique. Alors ce moule ne reproduit pas des formes exactes comme un moule à gâteau, mais il reproduit des qualités, à la manière du code génétique, par lequel des caractéristiques physiques sont transmises de parents à enfants. Et de quelle manière se fait la transmission de ces qualités ? Eh bien ici, il faut être attentif aux mythes que racontent les aborigènes. On dit qu'autrefois, les totems sont sortis des entrailles de la terre et qu'ils ont connu toutes sortes d'aventures avec d'autres totems, puis qu'ils sont à nouveau rentrés sous terre. Mais en partant, ils ont laissé des modèles d'eux-mêmes, sous la forme de petits esprits invisibles, qui habitent depuis cette époque dans des lieux où les totems les ont déposés. C'est-à-dire dans des amas rocheux, dans des mares, dans des cavernes, ou dans des sites aujourd'hui célèbres comme Ayers Rock, qui est un grand monolithe de grès rouge en Australie, et qui est assez célèbre. Ainsi, pour qu'un nouveau membre du groupe totémique puisse commencer à exister, eh bien, l'un de ces petits esprits doit s'incarner. Alors, soit dans le ventre de sa mère, si c'est un mammifère, soit dans un œuf, s'il s'agit d'un oiseau, d'un reptile ou d'un poisson, soit dans une graine, s'il s'agit d'une plante. Et de cette manière, chaque exemplaire du groupe totémique, quelle que soit sa forme particulière, qu'il s'agisse d'un homme, d'un poisson ou d'un arbuste, chaque exemplaire du groupe totémique est une copie des qualités du groupe totémique. Alors mesurons ici la différence qui sépare les aborigènes d'Australie des Indiens Achuar qui vivent en Amazonie. Ces derniers traitent les non-humains comme des personnes. Ce n'est pas le cas des aborigènes. Pour un chasseur aborigène, du totem kangourou par exemple, eh bien un kangourou n'est pas un partenaire social, comme il le serait pour un hachoir. Non, le kangourou est bien plutôt une sorte de réplique de lui-même, sous une autre apparence. Et tuer et manger un kangourou ne cause pas de dommages à la qualité kangourou, qui va définir à la fois le chasseur du totem et le kangourou qu'il chasse. En effet, chacun à leur manière, le chasseur du totem kangourou et le kangourou bien sûr qui appartient à ce totem, ne sont que des incarnations momentanées de qualités qui sont issues du moule kangourou. Nous avons ainsi examiné deux visions du monde radicalement différentes de la nôtre, l'animisme et le totémisme. Eh bien, nous allons maintenant, dans notre dernière partie, tirer le bilan que l'on peut faire de leur comparaison. There is lamb's wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a card in celluloid. There's no hiding in memory, there's no wrong to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers heed their callers. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. There's only one direction in the faces that I see. It's upward to the
the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawlers, heed their callers. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. Mild man and Superman are held in kryptonite, and the wise and foolish virgins giggle with their bodies glowing bright. Through the dawn a harvest feast is lit by candlelight. It's the bottom of a staircase, but spirals out of sight. The carpet crawlers keep their callers. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. The porcelain mannequin with shattered skin fears attack, and the eager back lift up their pictures. They carry all they lack. The liquid has congealed, which has seeped out through the crack, and the tickler takes his tickle back. The carpet crawlers heed their callers. We gotta get in to get out. We gotta get in to get out. Philippe Descola préfère à l'expression vague de vision du monde ou de représentation du monde celle de catégorisation du monde, car dans l'animisme ou le totémisme, il s'agit bien d'une catégorisation, c'est-à-dire d'une mise en ordre, d'une manière d'ordonner et de classer les êtres. Et selon Descola, il y a 4 catégorisations possibles, 4 manières possibles d'ordonner les êtres, selon les différentes cultures, selon les différents peuples, que Descola appelle aussi 4 ontologies possibles. Et nous sommes ici au cœur de sa démonstration. Alors chacune de ces 4 ontologies, qu'est-ce que c'est qu'une ontologie ? Au fond, c'est une science de l'être, voilà. Chacune de ces 4 ontologies possibles procède d'une manière particulière. D'une manière particulière pour les êtres humains d'identifier les autres êtres. Ainsi, par exemple, comme on l'a vu, l'animisme et le totémisme sont 2 principes d'identification. Je reprends les termes de Descola. 2 principes d'identification différents qui donnent lieu à 2 catégorisations du monde différentes, à 2 manières de mettre en ordre les choses. Mais avant de mesurer ces différences, voyons ce que toutes ces catégorisations du monde ont en commun. À la base, écrit Descola, tout homme se perçoit comme une unité mixte d'intériorité et de physicalité. Alors, je ne vais pas reprendre ces termes, je vais les remplacer pour simplifier les choses par les termes d'esprit et de corps, même si c'est pas tout à fait ça, mais ne compliquons pas les choses. Donc, au fond, qu'est-ce que montre Descola ? C'est très simple, tout homme se perçoit comme une unité mixte d'esprit et de corps. Ainsi, à la base, il y a un processus d'identification. Et cette identification consiste à attribuer aux autres êtres, des animaux, les plantes, etc., des propriétés conçues par analogie avec celles que les hommes se reconnaissent à eux-mêmes, c'est-à-dire ou un esprit ou un corps. Mais cette identification se fait de manière différente, selon les 4 ontologies, c'est-à-dire selon les 4 catégorisations du monde
que Descola relève. Commençons par la nôtre, commençons par notre propre catégorisation du monde, que Descola appelle naturalisme. Cette catégorisation s'appelle ainsi pour Descola parce qu'elle se base sur l'idée de nature, et elle oppose nature et culture. Eh bien, notre catégorisation du monde postule que les hommes partagent avec les animaux le même type de réalité physique, mais qu'ils s'en distinguent par l'intériorité, par l'esprit. C'est-à-dire comme les animaux, ils ont un corps, bien sûr c'est pas le même corps, mais ils ont une configuration physique, disons, analogue. Par contre, ils sont radicalement différents des animaux, en ce que les animaux n'ont pas d'esprit. D'ailleurs, on les appelle les bêtes, et les hommes sont des animaux qui ont un esprit. Et c'est par là que, selon cette catégorisation, l'homme est un être exceptionnel. Pour résumer les choses, dans notre conception du monde, il y a une différence des intériorités, c'est-à-dire des esprits. Les uns ont un esprit, les autres n'en ont pas. Et puis, une ressemblance des physicalités, c'est au fond une ressemblance au niveau de la configuration corporelle. À l'inverse de notre conception, dans l'animisme, les hommes partagent avec tous les autres êtres une intériorité similaire, un esprit similaire, mais ils en diffèrent par leur corps. Il y a ainsi, pour reprendre la formule de Descola, il y a ainsi une ressemblance des intériorités et une différence des physicalités, ça veut dire une ressemblance des esprits, et une différence des configurations corporelles. Quant au totémisme, eh bien, il affirme à la fois une ressemblance des intériorités, c'est-à-dire des esprits, et une ressemblance des configurations corporelles au sein d'un même groupe totémique. En effet, qu'on soit homme, femme, insecte, poisson ou arbuste, on partage les mêmes qualités morales et physiques de son groupe totémique. Alors, si nous tirons les leçons de cette analyse anthropologique, nous voyons qu'il faut relativiser notre propre conception du monde, notre propre ontologie, qui oppose nature et culture et qui établit une frontière absolue entre les humains et les non-humains. Ainsi, nous ne devrions pas prétendre que cette frontière est indiscutable. Nous devrions admettre qu'une telle prétention est ethnocentrique, puisqu'elle revient à croire que notre vision du monde est universelle, alors qu'elle ne l'est pas. Faut-il alors évoquer l'opposition que nous faisons entre nature et culture quand nous étudions la diversité des cultures humaines? Eh bien, nous allons voir qu'il est assez difficile de se passer de cette opposition et que Descola lui-même ne peut pas s'en passer quand il élabore la classification des 4 ontologies possibles, c'est-à-dire des 4 façons d'ordonner les êtres qui caractérisent plusieurs cultures. Et ici, nous sommes placés devant un paradoxe. C'est-à-dire que pour montrer le caractère relatif de notre conception du monde, qui oppose nature et culture, et affirme une distinction radicale entre les humains et les non-humains, eh bien, l'anthropologie, c'est-à-dire la science de l'homme, qui est science des cultures, c'est la spécialité de Descola, eh bien, l'anthropologie a besoin de distinguer nature et culture. Voilà le paradoxe. C'est-à-dire que pour montrer le caractère relatif de notre culture qui oppose nature et culture, eh bien, il faut que l'anthropologie se serve, malheureusement, c'est un fait, de cette distinction. Alors, par exemple, pour définir l'animisme et montrer son caractère opposé à la vision que nous avons du monde, eh bien, Descola ne peut pas ne pas distinguer au préalable les humains des non-humains. Cette distinction est nécessaire pour montrer que d'un côté, il y a ressemblance quant à l'intériorité, quant à l'esprit, et puis différence quant à la configuration physique. C'est le cas de l'animisme. Et que de l'autre côté, inversement, il y a différence quant à l'intériorité, quant à l'esprit, et ressemblance quant à la configuration physique, c'est-à-dire notre vision du monde. Mais plus profondément encore, la distinction, l'opposition entre nature et culture est nécessaire pour classer les 4
ontologies, les 4 conceptions du monde que Descola effectivement relève. Ce classement présuppose en effet qu'on distingue ces 4 ontologies, ces 4 conceptions, comme autant de croyances spontanées qui interprètent chacune le monde à sa façon. C'est-à-dire comme autant d'expressions culturelles du monde, comme autant de manières différentes d'appréhender le même monde. Cela sous-entend qu'il y a bien quelque chose comme un monde objectif commun, qui est donné. Et c'est ce à quoi, traditionnellement, correspond le terme de nature. Et que les cultures interprètent chacune à leur manière. Donc, nous sommes ramenés, qu'on le veuille ou non, à l'opposition entre nature et culture. Mais ce paradoxe ne met pas en cause la critique que fait Descola de l'usage ethnocentrique que nous avons de cette opposition, que nous faisons, nous, en tant qu'occidentaux, entre nature et culture. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut bien distinguer l'usage naïf, ethnocentrique de l'opposition entre nature et culture, de son usage savant, de son usage méthodologique, de l'usage qui est celui finalement de l'anthropologie. En effet, la critique de l'usage ethnocentrique de l'opposition entre nature et culture présuppose l'usage méthodologique de cette opposition, l'usage savant de cette opposition. Pour se distancier de l'usage ethnocentrique, de l'usage naïf que notre propre culture occidentale fait de la distinction entre les humains et les non-humains, qu'elle s'imagine être une distinction indiscutable et universelle, eh bien, il faut traiter cet usage comme relevant d'une croyance particulière, parmi d'autres possibles. Il faut comprendre qu'elle n'est qu'une manière d'interpréter le monde, une manière d'ordonner la relation entre les êtres, qui est une des 4 manières possibles dont on peut ordonner ces êtres. Mais cette prise de distance à l'égard de notre propre culture et de l'usage qu'elle fait de l'opposition entre nature et culture, eh bien, cette prise de distance n'est possible que parce qu'on fait, justement, la distinction entre les expressions culturelles du monde, les interprétations culturelles du monde, et puis la réalité objective de ce monde, c'est-à-dire, au fond, entre les cultures et la nature. Il y a donc un usage savant, un usage méthodologique incontestable de l'opposition entre nature et culture, sans lequel on ne pourrait pas faire la critique de l'usage ethnocentrique et naïf qu'en fait notre propre culture. Alors l'intérêt de cette réflexion n'est pas seulement de nous permettre de connaître d'autres manières d'ordonner la relation entre les êtres que la nôtre. Elle n'est pas seulement de nous permettre de connaître d'autres cultures que la nôtre. L'intérêt de cette réflexion est aussi de nous permettre d'adopter un point de vue critique sur notre propre culture. Et la réflexion a nécessairement ici des implications morales et politiques. À l'heure où le projet de maîtrise et de domination de la nature, qui constitue la dynamique de notre civilisation occidentale, risque de rendre le monde de plus en plus inhabitable, il n'est pas inutile d'en mesurer la relativité et d'envisager aussi d'autres possibilités. Chers auditeurs de Westrack, je vous remercie de votre écoute et vous dis à la prochaine fois. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Merci.